Après 2 semaines de trêve internationale, c'est à l'OM d'ouvrir le bal pour la reprise du championnat avec la réception de Montpellier vendredi soir. L'OM retrouve le Vélodrome après 3 déceptions consécutives, avec bien sûr l'ambition de conserver la 2e place au terme de la 29e journée, mais aussi de retrouver la victoire à domicile. De l'autre côté, Montpellier est sur une belle dynamique avec 5 victoires et 1 nul depuis le retour de Derzakarian sur le banc du MHSC. On va parler de tout ça en détail dans l'avant-match en s'intéressant au choix d'Igor Tudor dans un premier temps, puis en analysant la dynamique des deux équipes, avant de finir par les joueurs à suivre de part et d'autre et les pronostics. Comme dans chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires. Ceux qui auront trouvé le bon pronostic seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, comme d'habitude. On commence tout de suite par un focus sur la compo qui pourrait être alignée par Igor Tudor. Il y a plusieurs interrogations par rapport à la programmation du match, étant donné qu'on avait pas mal d'internationaux, dont certains qui ont joué mardi, comme Alexis Sanchez par exemple, et dans son cas, c'est un voyage de 11 000 km qui s'annonce, et c'est pas sûr du tout qu'il puisse démarrer, même si Tudor donnera certainement plus d'infos en conférence de presse. Du côté des absents, Unai s'est blessé en sélection et va certainement louper quelques matchs. On n'a pas vraiment de nouvelles par rapport à la blessure de Kolasinac qui a participé au rassemblement avec la Bosnie parce qu'il tenait à y être, mais sans pour autant être sur la feuille de match. Il est revenu à Marseille il y a quelques jours, mais on sait pas s'il est rétabli. Pour revenir à la compo en elle-même, Pau Lopez sera titulaire et devant lui, j'imagine qu'on verra un trio Bemba, Bailly, Gigot en l'absence de Kolasinac et aussi en l'absence de Balerdi qui purgera lui son 2e et dernier match de suspension. Au milieu, Rongier et Verretou seront titulaires avec Klose et Tavares dans leurs couloirs respectifs. Offensivement, c'est pas simple d'imaginer le trio qui sera aligné par rapport aux différentes interrogations. Sanchez a joué mardi et derrière il y a un long voyage pour revenir à Marseille comme on l'a dit un peu plus tôt. Under et Vitinha ont aussi joué mardi alors que pour Malinowski ça pose moins de problèmes parce qu'il a joué dimanche. Tudor pourrait faire le choix de mettre Guendouzi en milieu offensif gauche avec Malinowski à côté de lui, mais je pense que tout dépend de la présence ou non de Sanchez dans le 11. De mon côté, j'aimerais voir un trio Sanchez, Malinowski, Vitinha comme l'a évoqué Tudor pour l'équipe. Mais si Sanchez n'est pas prêt à débuter, je verrai Under à la place de Sanchez. Tudor pourrait aussi décider de faire d'autres choix sur l'aspect défensif, en mettant Rongier dans le trio et en alignant un double pivot, Guendouzi, Verretou. De votre côté, quel compo vous voulez voir au coup d'envoi? J'attends vos suggestions et votre avis sur cette compo dans les commentaires. On passe à l'analyse en commençant par un focus sur l'OM qui a pu aborder la trêve en étant un petit peu plus serein grâce à la victoire à Reims qui permettait d'une part de garder la distance sur Lens, mais aussi de reprendre un petit peu de confiance après la déception de la fin de match contre Strasbourg. C'était loin d'être gagné contre Reims et grâce à un grand Alexis Sanchez et à un Pau Lopez décisif, on a réussi à ramener 3 points d'un déplacement très dangereux contre une équipe en très grande forme depuis que Will Steele avait été nommé. On est sur une excellente dynamique à l'extérieur, invaincu sur les 9 derniers matchs avec 8 victoires et 1 nul. Au final, on a perdu qu'à Paris jusqu'à présent, mais par contre, le bilan à domicile n'est pas aussi flamboyant, avec 7 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 14 matchs. Il y a eu la victoire très marquante contre Paris, la qualification contre Rennes, mais aussi l'élimination en Coupe de France. L'enjeu d'ici la fin de saison, c'est de lâcher le moins de points possible à domicile, sachant que le stade est plein à chaque fois. La pression et l'ambiance du stade, c'est un vrai atout, et les adversaires le souligne très souvent. Le Vélodrome doit en tout cas redevenir une forteresse où on s'impose sur la plupart des matchs grâce à l'ambiance et au soutien du public. En face, c'est une équipe qui est sur une grosse dynamique, mais on en parlera plus précisément par la suite. Faudra être très solide défensivement, mais aussi être réaliste devant, parce qu'on est capable de se procurer des situations, mais faudra savoir se montrer plus tueur face au but. Sanchez est dans une très bonne forme et il a même marqué en sélection. À voir s'il pourrait être titulaire, mais comme on l'a dit au moment de la compo, il y a un long voyage et on imagine que Tudor ne voudra pas prendre trop de risques, mais quoi qu'il arrive, ça reste son pilier, le joueur qui incarne parfaitement ses idées de jeu et dont il a jamais vraiment su se passer. S'il n'est pas titulaire, ça n'empêche pas qu'il pourra rentrer en deuxième mi-temps, mais ce serait une très bonne chose de pouvoir compter sur lui et voir l'association avec Vitinha. Comme toujours, faudra aborder le match avec la bonne mentalité, mettre l'intensité qu'il faut, avec le pressing pour emballer le match rapidement et se créer des situations. C'est hyper important de s'imposer parce qu'il reste 10 matchs avant la fin de saison, et chaque point va compter dans le sprint final. Ça nous permettrait en plus de mettre la pression sur Lens qui va se déplacer à Rennes samedi, et au minimum de garder la distance à la fin de la 29e journée. Monaco va recevoir Strasbourg et faut pas leur laisser l'opportunité de revenir à 2
ou 3 points. Selon leurs résultats, il y a aussi la possibilité de les distancer un petit peu plus. Donc c'est un match très important parce qu'il faut retrouver la victoire au Vélodrome, faut au minimum garder la distance avec les concurrents et si possible conforter un peu plus cette avance avant de se déplacer à Lorient la semaine prochaine. On enchaîne par un focus sur Montpellier qui a connu une saison compliquée, que ce soit sous les ordres d'Olivier Dalloglio dans un premier temps, puis de Romain Pitot qui avait pris la suite. Derzakarian a lui fait son retour sur le banc début février, et depuis ça, ils sont toujours invaincus avec 5 victoires et un nul sur les 6 derniers matchs de championnat, alors qu'avant son arrivée, ils avaient gagné 6 matchs sur 22 possibles. Pour détailler leur dynamique actuelle, ils n'ont pris que 2 buts sur les 6 derniers, ils ont tenu en échec Lens, ils ont fait le boulot à Ajaccio et à Troyes avec une courte victoire 1-0 à chaque fois, et ils se sont imposés largement 3-0 contre Brest et 5-0 contre Angers. Alors bien sûr, c'est pas le calendrier le plus compliqué, mais c'est une dynamique hyper positive pour une équipe qui a connu un début de saison compliqué et qui est bien plus convaincante depuis le retour de Derzakarian, en faisant mieux en l'espace de 6 matchs que ce qui avait été réalisé sur les 22 premiers. Depuis qu'il est revenu à la tête de l'équipe, il joue en 4-2-3-1 avec une défense Silla, Kouyaté, Julien, Sako, qui vient protéger le but de Benjamin Lecomte qui a fait son retour cet hiver, Ferry et Chotard au milieu avec un trio Mavididi, Savanier, Nordin en soutien d'Eli Wahi. Ils ont récupéré plusieurs internationaux comme Wahi, Sako et Kouyaté, alors que Fayad, Leroy, Chotard et Chateau devraient aussi faire leur retour. Il y a plusieurs options avec Mawassa qui peut aussi jouer sur le côté gauche en attaque, Kazri et Fayad qui peuvent aussi apporter quand ils sont alignés. C'est une équipe en pleine confiance qui n'a pas forcément d'objectif particulier pour cette fin de saison, avec une 11e place et 36 points au compteur. Ils sont plutôt à l'abri pour l'instant par rapport au maintien et ils sont trop éloignés des places européennes. L'ambition sera donc de finir le mieux possible avec Lyon en ligne de mire 5 points devant. Derzakarian a aussi utilisé le 3-4-3 contre Lens et il pourrait décider de le sortir à nouveau contre nous. Il avait titularisé Estève dans l'axe avec Julien axe gauche et Kouyaté axe droit. Sur l'aspect statistique, ils marquent quasiment autant que ce qu'ils encaissent, mais sur les 6 derniers matchs, ils ont peu encaissé et surtout ils en ont marqué 13 en 6 matchs. Va falloir s'en méfier parce qu'ils ont de la qualité et on sait très bien qu'on ne peut pas se permettre de se relâcher parce qu'on a vu ce que ça a donné sur plusieurs matchs. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'OM. Samuel Gigot en fait évidemment partie parce qu'il est totalement monté en puissance après un début de saison mitigé mais quand même loin d'être catastrophique. Son retour de blessure nous a fait beaucoup de bien défensivement par sa capacité à gagner des duels et à être régulier sur 90 minutes. Il sera une nouvelle fois très important pour sa solidité, la sérénité qu'il dégage et ses déplacements de fonction. Malinowski fait aussi partie des joueurs à suivre, il sort d'un match compliqué contre l'Angleterre, mais ce sera entre guillemets le joueur offensif le plus frais au retour de cette trêve internationale. On aura besoin de sa qualité de passe pour bien trouver Vitinha ou Sanchez, et aussi de ses efforts défensifs et de son pressing pour récupérer haut. Le dernier Olympien que je vais citer c'est Vitinha. Avec l'incertitude autour de la titularisation de Sanchez, il aura la possibilité de se montrer aux yeux de son coach, même si j'espère qu'il pourra jouer aux côtés de Sanchez le plus rapidement possible. Tudor a expliqué la longueur de son adaptation par rapport à des questions physiques, parce que c'est pas la même chose que dans le championnat portugais, mais ça n'empêche qu'il doit avoir des opportunités, parce qu'il peut clairement nous aider dans le sprint final, et comme toujours chez les buteurs, le premier but sera très important pour lancer la machine, mais il a vraiment toutes les qualités pour s'imposer et devenir rapidement un incontournable à l'OM. Côté montpelliérain, Benjamin Lecomte fait bien sûr partie des joueurs à suivre, parce qu'il n'est pas étranger à la bonne dynamique de son club, très loin de là. Il fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 en termes de tirs arrêtés, et il se montre globalement très rassurant pour sa défense, qui elle aussi a fait de gros progrès depuis l'arrivée de Derzakarian. Savanier sera à suivre avec attention parce qu'il est très important dans la construction du jeu, il a une grande qualité de passe, il est très bon techniquement et il est aussi performant à la finition avec 10 buts cette saison, il faudra faire attention à lui comme toujours. Dernier joueur à suivre côté montpelliérain maintenant, Eli Wahi qui impressionne vraiment cette saison et qui a confirmé son très bon exercice 2021-2022 où il avait marqué 10 buts pour 2 passes décisives. Il fait encore mieux cette saison alors qu'il reste une dizaine de matchs. Actuellement il est à 12 buts et 2 passes D et on imagine qu'il aura beaucoup de prétendants pendant le mercato d'été au vu de ce qu'il réalise à seulement 20 ans. On enchaîne sur les pronostics et pour le coup je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1, ça permettrait de mettre la pression sur les concurrents qui joueront plus tard ce week-end et de sécuriser la deuxième place dès le début de la 29e journée. Montpellier est sur une bonne dynamique mais je pense que la victoire à Reims nous a donné de la confiance et maintenant faut gagner au Vélodrome pour accumuler les points dans un sprint final qui s'annonce très resserré. Pour les
les buteurs, je dirais un but de Gigot, le premier but de Vitinha et un but d'Alexis Sanchez. J'espère qu'ils vont pas me faire mentir, mais c'est en tout cas très important de s'imposer parce qu'on est en ouverture et qu'il faut mettre la pression sur Lens et Monaco. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Reims-OM en images parce que vous êtes 31 à avoir trouvé le score exact. Bien joué à tous pour avoir vu juste et mention spéciale pour Simon Belêtre qui a trouvé le score exact d'une part et qui a aussi senti le doublé de Sanchez avant le match. Bien joué à toi. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. N'oubliez pas de me donner votre pronostic pour OM Montpellier dans les commentaires avant de partir. On arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a hypé pour le match de vendredi soir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM sur la chaîne. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez Vitinha dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour analyser la rencontre en espérant 3 points très précieux dans le sprint final. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.